Mais on a un problème de stigmate. Ah! C'est vraiment frustrant, ce problème de stigmate. Il existe un problème de stigmatisation parmi les professionnels marqué par un sens que les autres les jugent comme étant moins compétents s'ils ont besoin d'aide psychologique. J'ai enseigné dans le système cégep et universitaire, ça fait presque 20 ans. J'essaie avec chaque groupe d'annoncer à la classe au complet que moi, j'ai suivi une thérapie pendant 15 ans et j'ai hâte de revenir quand j'ai le temps. J'aimerais normaliser d'avoir un soutien pour notre santé mentale, notre bien-être holistique. Donc, on a trouvé ce stigma dans les études parmi les travailleurs sociaux, parmi les éducateurs dans les auberges de femmes, parmi les agents de probation travaillant avec les auteurs de violences en relation amoureuse et familiale, et parmi les agents policiers. Donc, j'ai arrêté là, mais je suis pas mal convaincue que je peux ajouter plusieurs des autres professionnels si j'ai continué à creuser dans les études. Mais ça, c'est un échantillon des professions différentes qui a vraiment ou comme résultat d'une recherche que le stigmate est là. J'ai trouvé cette information tellement triste. 90% des agents policiers perçoivent la stigmatisation comme une influence négative à la recherche d'aide. Donc, presque tout le monde, 9 sur 10, peut-être pense oui, je peux bénéficier d'un soutien, mais je veux pas que les autres me perçoivent comme incompétent. Je n'ai rien fait. Et plus triste que ça, même lorsque les agents cherchent de l'aide et la trouvent efficace, la stigmatisation perdure à des niveaux alarmants et n'est pas réduite par la recherche d'aide. Donc, peut-être 5 années avant, j'ai cherché de l'aide, aucun choix. J'étais vraiment dans une situation difficile et c'était aidant. Et ça me donne de force et ça m'a changé les choses et je me trouve plus capable de gérer les choses. Oh, shoot, ça arrive encore, mais même avec cette expérience, je suis moins probable d'aller chercher de l'aide. Si vous pouvez faire quelque chose dans vos réunions d'équipe, peut-être quelqu'un peut dire hey, tout le monde, la thérapie est bon, allez-y et commencer d'avoir une discussion. C'est pas pour donner les détails privés dans votre vie, non, mais pour normaliser que c'est une façon dans notre vie moderne ou si vous avez des autres façons, peut-être vous faites de la musique, peut-être vous avoir les autres types de soutien des pairs, je sais pas, c'est pas nécessaire que c'est une thérapie, mais il faut vraiment arrêter avec cette stigmate. C'est ridicule, honnêtement. On a abordé ça, mais on peut regarder un peu plus avec la littérature. J'aime mon travail, donc je ne souffre pas du stress post-traumatique. La satisfaction n'empêche pas le stress traumatique secondaire et le stress traumatique secondaire n'empêche pas la satisfaction. Parmi 253 professionnels ou avec les gens ayant subi des impacts d'expériences traumatiques, 100 personnes ont démontré des niveaux moyens à élevés de stress traumatique secondaire ou TSPT, comme on comprend. Donc, dans cette étude, j'ai déjà donné les prévalences et les prévalences étaient hauts, mais voyons, 253 professionnels, c'était un taux de 100 personnes. Même plus haut. J'étais très conservatrice quand j'ai montré les autres stats. Et dans cette même groupe, 92 personnes ont pris satisfaction de pouvoir faire le travail efficacement. Donc, j'adore mon travail. Je pense que je suis bonne à mon travail. Ça m'aide pas de tout de me protéger contre le stress traumatique secondaire. Donc, on a bien creusé sur le stress post-traumatique. On peut mettre nos crochets là-dessus. Maintenant, je vais prendre un peu de temps pour discuter les autres dynamiques dans le trauma pour peut-être démêler un peu comment ce travail que vous faites peut vous avoir un effet. OK?
Donc, je pars un petit peu de le stress traumatique secondaire, diagnostic et tout. Et maintenant, je vais parler un peu plus des autres types de traumas ou les autres expressions de trauma qui peuvent jouer dans vos stress de vie additionnels ou vos émotions péritraumatiques. Quand vous vivez quelque chose, pourquoi vous avez ces émotions et pas d'autres émotions, etc. Donc, la première que je vais parler, c'est le trauma partagé, aussi connu sous le nom guerrière blessée. C'est quoi ça, le trauma partagé? Exposition au double trauma. En premier lieu, dans sa vie personnelle. Deuxièmement, par son travail. Donc, les recherches sur ce sujet ont commencé après le 9/11, 9/11 à New York avec les World Trade Center et tout ça, parce que toute l'équipe des services humains, les policiers, les pompiers, les travailleurs sociaux, les médecins, ils ont aussi vécu cet événement. Ils vivaient à New York, donc ils traitent les personnes qui ont vécu la même chose que eux. Donc, c'est le trauma partagé. Mais si on pense de les services que vous offrent, c'est possible que vous avez déjà vécu la violence conjugale ou vous avez déjà vécu une voie de fait ou un autre type de trauma. Donc, des exemples potentiels de traumas partagés incluant les traumas structuraux, par exemple, les violences sexistes et sexuelles ou le racisme, l'abus et la négligence des enfants ou même les désastres naturels. Donc, on peut avoir une expérience très proche dans nos vies et après, travailler avec un public qui a vécu ça aussi. Et ça change notre réaction émotionnelle et la façon dans laquelle on pense à leur expérience. N'oublie pas que ça ne produit pas une TSPT. Si vous avez trouvé les moyens pour intégrer et faire du sens de votre expérience de trauma intérieur, c'est une force. Aussi le trauma complexe. Et j'imagine que dans une autre formation où vous avez parlé des effets sur les clients, vous avez touché sur ce un petit peu. Mais je vais le mener encore parce que je pense que c'est toujours valable de penser à ça en relation avec nous. Les traumas complexes sont des expériences qui sont interpersonnelles et impliquent souvent la trahison, sont répétées ou prolongées, implique une torte directe au moyen des différentes formes d'abus psychologiques, émotifs, physiques ou sexuels, de négligence ou d'abandon de personnes responsables des soins, de la protection ou l'encadrement des victimes, et qui surviennent à des périodes vulnérables de développement de la vie, comme la petite enfance, ou qui embranlent significativement les acquis développementaux n'importe quel moment de la vie. OK? Donc, ça, c'est les fameux abus d'enfance. Ça, c'est un adolescent qui a vécu la violence sexuelle pendant 6 mois. Ça, c'est ce type d'abus souvent dans la petite enfance ou l'adolescence, mais n'importe quand avant le 25 ans, vraiment, quand le cerveau continue à se développer. Et ce type de trauma, ça peut avoir les séquelles, ça veut dire ça peut toucher et changer le développement d'un être humain dans 7 domaines. Attachment ou comment vous êtes en relation avec des autres. Biologie, votre système complet nerveux. Okay. Régulation des affects, comment vous êtes capable de gérer les émotions. La dissociation, la tendance ou capacité de dissocier les pensées de le corps. Gestion de comportement. Qu'est-ce que vous faites dans les situations de grand stress? Cognition, vos pensées. Hein, les pensées, le monde est une bonne place ou le monde n'est pas une bonne place. Et le concept de soi. Est-ce que je suis bon? Qui je suis? Est-ce que je me connais moi? Combien des fois est-ce qu'on a parlé avec les jeunes adultes qui ont eu des vies difficiles et entendu, moi, je ne vais pas vivre après 30 ans, je vais être mort avant 30 ans. Ça, c'est une parole presque stéréotypique. OK? Ça, c'est un effet de le trauma complexe qui nuit à le concept de soi et la cognition.
Donc, on peut trouver beaucoup des autres exemples, mais je pense que vous avez déjà parlé de ça en détail, mais je vais juste aller regarder une parce que c'est une de mes préférées. Donc, je vous donne tous les bonbons que j'aime. Et c'est une étude sur l'identification des émotions. Et depuis cette étude et autour de ce moment, il y a plusieurs des efforts de recherche pour comprendre comment l'identification des émotions est affectée par le trauma. Et moi, je trouve ça très intéressant pour n'importe qui veut évaluer les motivations des personnes dans les situations difficiles. Donc, ces chercheurs, ils ont interrogé la façon dont les enfants perçoivent visuellement l'expression émotionnelle des adultes. OK? So, vous avez l'adulte, vous avez l'enfant, et il veut savoir qu'est-ce que cet enfant voit quand il regarde cet adulte. Quelles émotions est-ce que cet enfant pense que cet adulte démontre? Ils ont évalué cela avec 3 groupes d'enfants différents. Les enfants qui avaient été victimes de violences physiques, les enfants qui avaient été négligés et les enfants qui n'avaient subi aucun mauvais traitement. Moi, j'appelle ce groupe les unicornes parce que je trouve c'est oh non, c'est licorne en français. Hein? Oui. Parce que c'est assez rare, cette 30% des gens qui a subi aucun mauvais traitement. Donc, nos belles licornes qui a aucun vécu et aussi nos belles enfants qui a malheureusement avaient été négligés et les autres qui étaient malheureusement victimes de violences physiques. Et qu'est-ce qu'ils ont, vous? Le résultat suggère que la maltraitance et la négligence influencent la manière dont les enfants interprétant visuellement l'expression des émotions des adultes. Donc, cet groupe voit les émotions, les mêmes émotions différemment que cet groupe et aussi cet groupe. Il n'y a pas dans les 3 groupes la même vision des émotions des adultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les images que les enfants ont regardées. Et les enfants avaient eu demandé, où est le visage qui est content? C'est où le visage qui a peur? Ou ils ont ciblé un visage et dit, c'est quelle émotion là? Ou ils ont demandé, à quel visage est-ce que vous pensez que l'émotion change? Et ça change de quelle émotion à quelle émotion? Okay? Donc, les enfants étaient demandés beaucoup des questions par rapport au qu'est-ce que ces visages-là disent pour l'état émotionnel de cet adulte. Les enfants négligés avaient plus de difficultés à discriminer les expressions émotionnelles que les enfants sans abus ou les enfants maltraités physiquement. Ça veut dire que négligés, pas capable de voir vraiment la différence entre contente et triste ou peur ou colère, vraiment mêlés avec c'est quoi les émotions. Les enfants victimes de violences physiques présentaient des réponses biaisées face aux expressions faciales de colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde les bas dans est-ce que vous pouvez voir mon souris sur l'écran? Non, hein? Non, OK. En bas, vous avez sur le gauche happy, happy, angry, angry. Donc, le bas, c'est colère, colère. Et ces enfants-là, victimes de violences physiques, il va dire que, mettons, 80% des visages sur cette carte, ils sont en colère. Je ne sais pas le numéro exact, mais j'essaie de juste expliquer que pour ces enfants-là, ils ont vu la colère même dans les visages, dans les autres catégories. Tout le monde est en colère, en fait, pour eux. C'est très logique si vous pensez que ces enfants-là, ils vont être biaisés pour le protéger contre les gens qui peuvent faire mal. Donc, moi, j'aimerais avoir une antenne très sensible pour la colère parce que la colère, ça égale la violence contre moi. Donc, je vais être vraiment hyper vigilant pour la colère. Et les enfants sans abus avaient la capacité de discerner les émotions discrètes, donc les émotions différentes,
ainsi les niveaux d'émotions différents. Oui, je peux voir la différence entre contente et triste et je peux voir la différence entre un peu triste et vraiment très triste. Les enfants négligés apercevaient moins de distinctions entre les émotions. Juste vraiment pour eux, ils sont un peu dans le champ. C'est vraiment difficile de voir les différences. Et les enfants victimes de violences physiques montraient la plus grande variance entre les émotions, comme ils étaient pas capables de voir l'émotion et quand ils voient l'émotion, le niveau pour eux, c'est vraiment démesuré. Cette visage un visage de le côté contente, déjà c'est en colère pour eux. Ces recherches sur la capacité d'identifier les émotions est vraiment intéressante. Et juste hier, j'ai croisé une étude qui regardait la capacité des parents victimes d'abus dans leur enfance et leur capacité d'identifier les émotions dans leur enfant. Donc, moi, j'étais victime de violence pendant mon enfance. Moi, j'ai un petit garçon. Ils ont regardé ma capacité de reconnaître les émotions de mon garçon. Et ce qu'ils ont trouvé, 7 groupes de parents qui ont vécu la violence dans leur enfance, ils n'étaient pas capables de voir la peur ou la colère dans leurs enfants, leurs propres enfants. Puis, je connais, on croise des situations où on regarde les personnes et on se demande comment ça? Comment est-ce que quelqu'un peut faire cette chose-là? Mais ce que j'adore avec ces pistes de recherche, c'est que ça démontre que même si on vit dans le même monde, même si on regarde la situation, l'exacte même situation de notre personne, on ne voit pas la même chose. Pour une personne, c'est un enfant qui est bien, qui fait son chose. Mais pour moi, c'est un parent qui est abusif parce qu'il ne répond pas bien adéquatement à leur enfant. Donc, c'est vraiment intéressant. Une autre façon qu'on peut trouver les intersections avec notre propre passé et aussi avec le passé des personnes avec qui on travaille, c'est avec les réponses intergénérationnelles. Ça, c'est une autre piste dans les recherches et traitements de trauma incroyablement fascinant. Et c'est juste dans les dernières comme 10-15 ans que c'est commencé d'être en feu parce que c'est beaucoup l'étude des génétiques ou les épigénétiques. Et puis, je vais expliquer un petit peu. Génération suivant la violence et la terreur, les descendants des membres de la famille qui ont vécu ces événements peuvent encore y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est toutes les études vite, que j'ai trouvées avec une recherche qui démontre que les parents ou les grands-parents ont vécu quelque chose, mais on voit les symptômes dans leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, c'est international, c'est répliqué plusieurs fois. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut être en désaccord. C'est clair que ça arrive. Et comment que c'est expliqué maintenant par les épigénétiques? C'est que, j'essaie de trouver, OK, on a tous nos ADN, OK? Et nos ADN, c'est comme ça, c'est dans nos corps, dans nos cells, puis c'est comme ça. Mais il y a des parties de nos ADN qui peuvent être changées par notre expérience. Et c'est un peu comme une petite chose qui flippe ouverte, OK? Donc, ils ont trouvé avec les rats qui ont un comportement d'être très câlineux, de lécher beaucoup leur bébé et les autres rats qui ne font pas ça. Ils ont découvert que les rats qui ne lèchent pas, qui ne prennent pas bon soin de leur bébé, ils ont eu quelques parties de leur code génétique qui étaient activées et les rats qui prennent bon soin de leur bébé ne font pas ça. Donc, ils ont changé les rats d'une famille d'une autre. Ils ont pris les rats qui sont super gentils, on va juste dire ça vite vite. Ils ont mis leur bébé avec le rat qui n'était pas très gentil et vice-versa.
Et ils ont trouvé que le rat qui était changé avec la famille très gentille, il est resté pas trop câlineux lui-même, mais ses enfants étaient câlineux. Donc, cette rat était avec la famille pas gentille, déménagé avec la famille gentille, et les enfants de ce rat deviennent des rats gentils. Et la même chose est arrivée avec l'autre situation. Le rat qui vient de la famille très gentille, OK, il est resté comme ça, mais leurs enfants, ils en deviennent pas super gentils. Donc, c'est un peu comme une flip qui switch sur nos ADN à cause de nos expériences. Et ça, c'est une façon de comprendre l'aspect génétique. Mais c'est pas juste génétique, c'est aussi comment on réagit et c'est dans les réactions physiques très subtiles. Donc, si je pense à ma mère, elle est l'enfant de ma grand-mère qui était de l'Ukraine, puis ils étaient les personnes qui réfugiées au Canada à cause de la guerre là-bas et le génocide là-bas. Donc, elle a appris de sa mère quelque chose, puis moi, je regarde ces choses dans ma mère aujourd'hui. L'histoire que je donne toujours parce que c'était vraiment comme très illustrant. Ma sœur, elle a eu le premier bébé. Ma mère, elle a eu deux enfants, moi et ma sœur. Puis ma sœur, elle a eu sa bébé, Eliana, le premier. C'était le premier bébé dans la famille. C'était un moment très belle. Oh my God. Puis on a habité dans les villes différentes et on a eu l'occasion, quand Ellie a eu 2 mois, de visiter ensemble. Ma mère, moi, ma sœur et petit Ellie. C'était un moment très belle. Et un matin, je levais, puis j'ai entré le salon et j'ai trouvé ma mère avec le petit nouveau-né. Et ma sœur, elle a eu une belle fenêtre avec une vue sur la forêt. Puis ma mère est là avec le bébé dans ses bras. Puis elle part très doucement, puis elle flatte les cheveux, puis oh, c'était un bel moment. Puis j'ai très silencieusement, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'elle dit. Et j'étais derrière elle et je peux entendre et elle a dit, ma petite grande fille, tout le monde est très dangereux et horrible, mais nous t'aimons beaucoup et nous allons vous protéger. Mais voyons donc! Le monde est terrible! Oh my God! Donc, ça, c'est les réponses intergénérationnelles de trauma, là. Les gens qui sont vraiment marqués dans une façon, même si c'est pas eux qui ont vécu ça. Les effets d'expériences traumatisantes se transmettent, c'est ça, c'est toxique. Les effets des expériences se transmettent de parents à enfants par avoir des adaptations épigénétiques et les comportements des pensées et de la régulation physique. Trauma systémique, c'est le dernier type que je vais discuter et je pense que pour vous, dans les systèmes de sécurité publique, entre autres, c'est vraiment important d'avoir une bonne compréhension de ce type de trauma. C'est quoi? C'est l'expérience d'un événement moral, une situation où une personne croit qu'un comportement spécifique est nécessaire, mais il ne peut pas le faire ou n'en est pas capable. Quand vous connaissez que cet enfant est en danger, mais tu peux rien faire. Ça, c'est un exemple. Et une expérience d'une détresse psychologique et une relation causale directe entre un et deux. Donc, vous êtes au travail, vous avez une situation où vous comprenez très bien la meilleure chose à faire, mais les règlements, les lois, les limites, vous ne pouvez pas le faire et ça vous bouleverse beaucoup. La détresse morale est associée au roulement du personnel. Et aussi, on a la blessure morale. Et blessure morale, on a trouvé ça parmi les sécurités publiques. C'est quoi? C'est un conflit intérieur qui pourrait nuire au fonctionnement professionnel, social et récréatif. C'est possible que vous êtes capable de garder le fonctionnement au travail, mais dès que tu n'es pas là, non, ça ne marche pas.
Ça peut être cognitif, donc la prise des décisions, émotionnelle, la détresse, ou même religieuse, spirituelle ou existentielle, les valeurs, le bien contre le mal, etc. Remettre en question le cadre moral de continuer au sein d'un système. Et c'est découlant de la détresse morale chronique, soit causée par la participation active ou passive à des actes qui transgressent les croyances, la violation des croyances morales fondamentales ou la trahison pour l'autorité de valeurs morales partagées. Ça fait mal. C'est pas bon pour l'être humain. On a besoin de comprendre le pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pas juste parce que c'est la loi ou c'est comme ça. On a besoin d'une logique qui est vraiment intégrée avec nos valeurs. Quand je regarde les vieux émissions des policiers où il y a le bad cop qui fait les mauvaises choses, c'est ça que je pense toujours. C'est quelqu'un qui a une blessure morale assez aiguë, donc ils ont trouvé une façon de réagir pour survivre. Le blessure morale peut aussi venir d'une trahison organisationnelle. Le traumatisme de trahison survient lorsque les gens ou les institutions sur qui une personne se fie pour survivre le trahissent de façon significative. Par exemple, un policier sans recours après une agression sexuelle commise par un collègue. On avoue très bien la situation dans le RCMP, ça c'est la gendarmerie. OK, on connaît bien que les femmes dans la gendarmerie et quelques hommes aussi ont été vraiment trahis d'une façon très profonde. Donc, c'est quelque chose il ne faut pas chercher pour ça. Ça existe, c'est clair, on comprend que ça existe. De plus, la théorie maintient que les victimes, les abuseurs et les témoins peuvent aussi faire preuve d'une trahison par aveuglement dans le but de préserver les relations, les institutions et les systèmes sociaux sur lesquels ils se fient. Donc, c'est comme vous sachez que c'est pas la meilleure chose à faire, mais vous comprenez que si vous faites une plainte, rien ne va arriver. Donc, c'est juste toi qui vas avoir les séquelles de cette plainte et ça va abîmer votre carrière. Donc, continuez parce qu'il n'y a pas un autre choix. Vraiment. J'aimerais juste dire qu'on n'est pas toujours capable de parler de ce genre de choses ouvertement, mais j'aimerais constater que ça existe. Et je comprends qu'il y a plusieurs des personnes ici qui écoutent mes mots qui disent ah shit, oui, ça existe dans ma vie. J'aimerais vous dire que c'est pas bon pour votre santé. Et il n'y a pas juste moi qui trouve que c'est pas correct. Donc, on est en train de trouver une façon dans nos sociétés pour trouver une autre façon pour éviter ce type de choses. Après ça, je pense que vous allez savoir pourquoi c'est une mythe, mais on va continuer quand même. L'autoprise en charge est une réponse efficace. Self-care, on dit en anglais. Je ris toujours parce que je pense, ben voyons donc, est-ce qu'un ancien soldat a jamais eu le conseil de prendre un bain et faire une cours de yoga pour soulager leur anxiété? Je pense pas. Donc, la réalité. L'autoprise en charge a été trouvée efficace dans 7,7% des études sur les facteurs de risque et protection pour le STS-TV en contexte de DPG-LSGPA. Je m'excuse, je comprends que vous n'êtes pas dans ce contexte exactement, mais on n'a pas toujours les études pour nous montrer c'est pas aussi étudié nécessairement dans chaque domaine. Donc, ça nous donne un niveau de base quand même, ça donne une idée. L'autoprise en charge n'est pas une garantie contre les traumatismes, mais ça a un impact sur d'autres aspects de bien-être mental et physique. Donc, n'oublie pas cette fameuse stress de vie additionnel. Ça joue dans la traumatisation. Donc, le self-care, oui, ça peut aider avec 7 composants, 7 facteurs de risque. Et heureusement, il y a eu des recherches pour nous décrire quel type d'autoprise en charge est le meilleur. Donc, les types d'autoprise en charge les plus efficaces sont proactifs. Donc, c'est moi qui ai décidé
Je fais ça par exprès. C'est pas juste une situation où j'ai Netflix. Bosch. Oh, 8 saisons dans un soir. Parfois, c'est pas mauvais de faire ça, mais c'est pas le meilleur type de auto-prise en charge. Délibéré, j'ai pensé, j'ai choisi, je fais par exprès. Auto-initié, c'est moi qui ai pensé à ça et c'est moi qui veux faire ça. J'oublie jamais mon gestionnaire à l'hôpital qui a pensé de nous faire une gâterie pour la semaine des travailleuses sociales, puis elle a planifié les jeux dans le bureau comme ultra stupide. C'était comme pour les enfants. J'étais vraiment comme, oh my God, je peux pas imaginer qu'il faut que je fais ça vraiment. Donc, auto-initié, pas obligé. Selon les préférences, le contexte culturel et social que vous avez est maintenu par un système de soutien. Euh, Quand on regarde dans le recherche qui a un TSPT et qui n'a pas, je pense que la raison pour laquelle les gens sont mêlés et pensent que le soutien, que l'autoprise en charge est mieux que la réalité, c'est parce que les gens qui sont capables de faire l'autoprise en charge, de prendre les journées, d'aller sur vacances, de lire leur revue préférée, ça, c'est les gens avec le privilège d'avoir le temps pour le faire. OK? Si vous êtes une mère unique avec 3 enfants et un job en plein temps, je m'excuse, mais c'est pas vraiment facile de faire ce petit cours de yoga. Donc, la métaphore pour le trauma pour moi, c'est matériaux hasardeux. Ce travail implique une exposition à des matériaux hasardeux. Il faut protéger la santé et le bien-être des employés en milieu de travail. OK? Ça, c'est la métaphore. C'est un matériau hasardeux. Si c'est le client, si c'est vous, si c'est le gestionnaire, si c'est le superviseur clinique, si c'est le custodien, c'est pas important qui. C'est dangereux.